Bonjour, bienvenue dans Point de vue, ravi de vous retrouver en direct sur le Figaro TV. Au sommaire de notre émission, aujourd'hui, les chefs d'entreprise en ont ras-le-bol. Ras-le-bol d'être mal considérés par les politiques. Ils se sont réunis au sein d'un collectif baptisé Trop, c'est trop. Erwan Lenohan, l'un des cofondateurs, sera sur ce plateau dans un instant. L'épidémie de dermato serait sous contrôle. D'après la ministre de l'Agriculture, elle était sur le terrain hier lundi. Pour autant, les éleveurs restent toujours très en colère et très mobilisés. On fera le point avec la journaliste du Figaro, Olivia Detroia. Elle suit le secteur agricole pour le Figaro. À Montrouge, des élus de gauche sont vent debout à cause d'un spectacle musical relatant les grands épisodes de l'histoire de France. Ils ont réussi à annuler le spectacle, pourtant programmé par la mairie. Il devait se jouer devant 1600 élèves de primaire. Son créateur, Dimitri Casali, sera en fin d'émission sur le plateau pour nous raconter. Voilà, vous avez le programme. Point de vue, c'est parti. Bonjour Erwan Lenohan. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur le plateau de Point de vue. Vous êtes consultant en stratégie et essayiste, mais aujourd'hui ce n'est pas tout à fait le consultant ni l'essayiste que je reçois. Vous avez créé, vous êtes à la tête d'un collectif que vous avez baptisé Trop, c'est trop. De quoi s'agit-il ? Quel est ce collectif ? Alors, en tout cas, je suis à l'initiative, je suis à la tête. On est plusieurs à avoir organisé ce mouvement. Tout est parti d'une tribune qu'on a coécrit avec Éric Momy, qui est responsable du groupe April. Et pour dire que le débat sur le PLF, donc le projet de loi de finances, le budget pour 2026, était très, très mal engagé, qu'on ne parlait que de taxes et qu'on ne se réfléchissait pas assez aux conséquences économiques que ça allait avoir sur les entreprises et que donc trop, c'est trop. Les entreprises payent trop. Le modèle social aujourd'hui à un niveau de financement qui est très élevé. Les recettes sont déjà très importantes. Il faut arrêter de taxer les entreprises. Donc le mouvement est parti de ce constat. Ouais. Et pour tout dire, à notre relative surprise, il a pris très vite et on a rassemblé très vite, en quelques jours, plusieurs centaines de signataires. Aujourd'hui, il y en a près de 2000. 2000 chefs d'entreprise. Qui sont des gens... Alors certes, 2000, on peut se dire, c'est pas si nombreux que ça. Pour les chefs d'entreprise, c'est pas mal. Parce que ce ne sont pas des gens qui ont l'habitude de prendre la parole, qui n'ont pas l'habitude de protester publiquement, et qui sont venus s'inscrire les uns après les autres et relativement rapidement sur le site qu'on avait créé. La tribune a été publiée dans la presse. Il y a un événement qui va être organisé ce mercredi pour relayer le mouvement. Vous allez nous en parler, et c'est bien significatif, je crois, ou révélateur d'une colère patronale qui dépasse largement le trop c'est trop, mais dont on est un épiphénomène dans une vague qui est en train de se lever. Qui sont ces chefs d'entreprise ? C'est des grandes entreprises, des petites entreprises. Quels sont les secteurs d'entreprises, d'économie qui se sont ralliés à votre mouvement ? Alors, ce qui est intéressant, je crois, et la liste est disponible en ligne, c'est qu'on voit que c'est des entreprises de toutes les tailles. Il y a relativement assez peu de très grandes entreprises, qui sont des entreprises qui généralement sont plutôt sur la réserve quand il s'agit de s'engager. Mais là, on voit il y a beaucoup d'ETI, il y a beaucoup de petites entreprises, il y a beaucoup de petits patrons partout. Vous regarderez la liste, on voit qu'il y a des gens qui ont une toute petite entreprise locale. C'est assez réparti géographiquement, je crois. En tout cas, l'analyse que j'en fais, c'est que ça vient de partout en France. Et vraiment, toutes les tailles d'entreprise. Et comme au départ, les gens devaient s'inscrire par mail, on a reçu des centaines de mails et des mails qui disaient tous la même chose, quelle que soit la taille de l'entreprise. Trop, c'est trop. Il y en a marre. Ça fonctionne plus aujourd'hui. Il faut alerter le politique pour lui dire d'arrêter de penser uniquement à la taxe. Alors, alerter le politique, vous l'avez fait lors des discussions pour les débats, justement ? Alors, le mouvement, en tout cas, je pense que chacun dans les signataires, il y a des représentants des différentes organisations patronales qui ont rejoint la tribune. Il y a les représentants du METI, les représentants du MEDEF, les représentants de Croissance Plus. Je pense que toutes ces entreprises, tous ces collectifs ou ces organisations ont alerté les dirigeants et le font régulièrement dans les médias pour dire qu'il y a un moment, il faut penser aux conséquences économiques du budget qu'ils sont en train d'adopter. Différents chefs d'entreprise l'ont fait individuellement
individuellement aussi. Et puis après, on a reçu on a été sollicités après par différents responsables politiques une fois que la tribune est parue et a commencé à faire un peu de bruit. 2000, plus de 2000 chefs d'entreprise. Est-ce que réunis au sein de ce collectif, ça a fait réagir le gouvernement, l'exécutif? Je crois que le Premier ministre vous a pris sa plume pour vous écrire. Exactement, le Premier ministre a publié un courrier sur les réseaux sociaux en réponse à la tribune, donc sur Twitter, sur LinkedIn au moins. Et mercredi, lors de l'événement qui est organisé, le ministre de l'économie, Roland Lescure, devrait être là. Donc le gouvernement Donc on vous prend au sérieux. En tout cas, il y a la volonté de montrer qu'il y a une attention qui est portée à cette colère entrepreneuriale. Je ne suis pas complètement certain, pour être honnête, que ça se traduise dans les actes et ça se traduise dans les textes budgétaires, parce que les taxes ne cessent d'augmenter en dépit des alertes. Mais en tout cas, il y a une volonté de l'exécutif et d'un certain nombre d'élus de dire que le message est entendu. Vous avez évoqué déjà les taxes, mais qu'est-ce qui vous a fait, vous, le plus sursauter, choquer lors des discussions sur le budget? Je crois... Et les chefs d'entreprise. Dans mon cas, et je crois dans un certain nombre des signataires, ce qui a été frappant, c'est de voir comment, pendant l'été, on discutait de comment rationaliser la dépense publique. Oui. Est-ce que la dépense publique est relativement efficace ou pas? Et est-ce qu'on peut améliorer l'efficacité de la dépense publique? Et au moment du PLF, le débat s'était complètement renversé et on n'est plus que dans un débat sur qui est-ce qu'on peut taxer, comment augmenter toujours plus les taxes. Et je crois que c'est ce basculement exactement qui a exaspéré un certain nombre de chefs d'entreprise en disant mais en fait des taxes, on en paye déjà énormément. On est le pays d'Europe ou le pays développé qui paye le plus de taxes. On est l'État ou les collectivités publiques en France ont un niveau de recettes qui est record. Ils en ont jamais autant eu et ils sont ceux qui le prélèvent le plus de tous les pays développés. Donc il y a un moment stop, il y a peut-être que le sujet n'est pas de prélever plus, c'est de s'attaquer à l'efficacité des dépenses publiques et au-delà, prélever toujours plus des recettes sur les entreprises, ça veut dire aussi au final sur les consommateurs, sur les contribuables, c'est-à-dire sur tout le monde, ça a des effets économiques délétères, c'est négatif pour l'activité économique et on devrait plutôt parler de croissance, comment est-ce qu'on fait pour créer de la richesse plutôt que sans cesse réfléchir à où est-ce qu'on va prendre toujours plus de pognon. Comment vous expliquez ça? C'est une méconnaissance des politiques, du fonctionnement de l'économie ou c'est l'idéologie qui est à l'œuvre? Je pense qu'il y a une conjonction de facteurs en réalité. Il y a probablement une partie des décideurs politiques, des élus qui considèrent qu'il est plus simple de taxer que d'engager des réformes structurelles, des dépenses publiques structurelles, exactement. Les entreprises ne votent pas. Les contribuables qui verraient éventuellement, ou les citoyens qui verraient éventuellement les effets d'une réforme, eux, ils votent. Donc effectivement, il y a là un effet très immédiat qui est la sécurité politique. Ensuite, il y a l'argumentaire du gouvernement. Donc c'est un manque de courage peut-être? C'est probablement un manque de courage, effectivement. En tout cas, il y a un raisonnement qui est assez particulier dans une entreprise ou même dans un ménage, quand vous avez à un moment des dépenses qui sont excessives et des recettes qui sont insuffisantes, vous commencez par vous dire qu'il faut rationaliser les dépenses avant d'aller piquer dans la poche du voisin. Mais il y a un manque de courage et puis il y a un grand argumentaire aujourd'hui qui est développé pour dire qu'il vaut mieux la stabilité politique plutôt que et donc les taxes plutôt qu'autre chose, sauf que aujourd'hui la réalité c'est que la stabilité politique, elles ne sont pas complètement assurées, elle est faite au prix de taxes et de niveaux de fiscalité qui sont très élevés, et c'est toujours facile d'être responsable quand c'est les autres qui payent, et que ça risque ce budget, ce PLF et PLFSS vont avoir des conséquences économiques qui sont probablement très mauvaises pour la stabilité à long terme, parce qu'un effet négatif sur l'économie, il est peu probable que c'est un bon effet sur la stabilité politique. Justement, est-ce que l'économie française, elle peut encaisser ce chaos politique, budgétaire de ces dernières semaines? Je crois que l'économie française, elle ne peut surtout pas encaisser un déclin économique supplémentaire. Elle ne peut pas encaisser un niveau d'éducatif qui s'effondre, un niveau de compétitivité qui s'effondre, un niveau d'industrialisation qui est à la peine, etc., etc. Donc dire qu'on fait de la stabilité politique, à la limite,
pourquoi pas? Mais dans ce cas, qu'on engage des réformes, qu'on montre que ça n'est pas unique, qu'on ne paye pas, on n'est pas en train d'étrangler l'économie uniquement pour assurer la stabilité du Parlement et la stabilité de ses élus. Qu'on nous montre quelles réformes vont arriver. Or, il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'économie est en train de décliner, ou en tout cas est en relatif déclin. On le voit par rapport aux voisins, on le voit par rapport aux États-Unis, par exemple, et que les politiques, à ce stade, ne nous proposent pas de réformes qui nous montrent que les efforts qui sont consentis servent à quelque chose. Il n'y a pas de stratégie à l'œuvre, en fait. En tout cas, on ne la voit pas. On la voit pas. L'économie française, elle montre quelques signes positifs. Néanmoins, ces derniers temps, la croissance des ménages repart un peu à la hausse, c'est ça. Et puis, il y a la Banque de France qui compte relever ses prévisions de croissance. Et c'est attendu pour la fin de semaine. Oui, non, mais il ne s'agit pas de dire qu'on est à la fin du monde. L'économie française, heureusement, elle a énormément de talent. Elle a de formidables entreprises qui performent et en France et à l'international. Cela étant, les résultats qu'on nous présente comme étant formidables sont en réalité corrects, voire médiocres. Notre croissance, elle reste inférieure à un certain nombre d'autres pays. Notre dette reste supérieure. Notre chômage repart à la hausse. Donc, dire qu'on n'est pas au fond du gouffre, c'est certain. S'en satisfaire, honnêtement, on n'est pas loin. Oui, enfin, honnêtement, on peut faire beaucoup pour aller beaucoup mieux. Et d'autres pays l'ont fait avant nous. Oui. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'il faut mettre le pays à feu et à sang, qu'il faut étrangler les ménages les plus défavorisés ou les plus favorisés. Un certain nombre d'autres pays autour voisins, de nous, l'Espagne, le Portugal, ont réussi à se réformer et à repartir dans la voie de la croissance. C'est cette voie-là qu'il faut suivre. Votre mot d'ordre à vous, au sein de ce collectif, c'est protégeons l'économie de notre pays. Alors comment on fait ? Protéger l'économie, c'est d'abord en faisant le pari de la croissance, comme je disais tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut encourager la croissance? Il y a d'abord éviter de lui nuire, donc éviter les taxes, éviter les réglementations qui sont excessives. Et il y a ensuite comment on relance la croissance à long terme. Et la croissance de long terme, de moyen long terme, ça passe par la réforme du marché du travail. Pour continuer dans la réforme du marché du travail, ça passe dans une fiscalité compétitive, ça passe dans un certain nombre d'autres réformes, l'éducation notamment, alors à encore plus long terme, que d'autres pays ont fait et dont les résultats peuvent arriver en quelques années. Donc ce que d'autres ont fait, la France peut le faire. Le MEDEF a proposé cet été de mémoire, au moment de la REF du MEDEF, un certain nombre de programmes, un certain nombre de réformes économiques pour permettre un sursaut économique qui donne un programme de travail sur lequel il faut maintenant s'attaquer. Vous disiez que ce collectif, c'est plus de 2000 entrepreneurs vont se réunir demain, c'est à la salle Gaveau. C'est ouvert au public ou c'est que entre vous? C'est pas entre nous, c'est pour tous c'est le public prioritaire, ce sont les entrepreneurs qui ont signé la pétition. C'est déjà ceux-là pour se retrouver, pour discuter tous ensemble. Et il y aura au demeurant également la presse qui sera là. Mais finalement, à quoi ça va servir de parler entre vous, puisque vous êtes d'accord sur le constat? Quel est le sens en fait de ce rassemblement? Je pense que le sens du rassemblement, c'est et puis on le verra demain à Salle Gaveau, c'est de montrer d'abord de faire entendre la voix des entrepreneurs, de continuer de la faire entendre. Il y aura les représentants de différentes organisations patronales qui seront là. Il y aura le ministre de l'économie qui devrait être là également. Ça sera l'occasion de renouveler le message en disant trop c'est trop et d'interroger les décideurs pour leur dire ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait concrètement, qu'est-ce que vous faites pour permettre la voix de la croissance et entendre la voix et répondre à la voix des entreprises. Je pense qu'on sent depuis un moment, depuis quelques semaines, voire quelques mois en France, que les entrepreneurs prennent la parole de plus en plus. C'était pas courant. Je pense que ça répond en partie à l'absence du discours économique dans la vie politique. Et demain, c'est une étape de plus dans cette démarche-là. C'est probablement pas demain que tous les problèmes se régleront. C'est probablement pas demain que la question de la fiscalité sera résolue non plus. Mais c'est une étape supplémentaire, une pierre supplémentaire dans cette marche pour dire comment est-ce qu'on fait pour repenser à la croissance un peu plus dans ce pays. Ça veut dire qu'à l'issue, potentiellement, à l'issue de ce colloque, des pistes peuvent émerger, que vous pouvez publier, que vous pouvez communiquer. Vous avez déjà un peu pensé à l'après ou c'est un petit peu trop tôt pour en parler? Non, je pense que c'est un peu tôt pour parler de l'après. Je pense que demain, on espère que le ministre de l'économie nous répondra à l'inquiétude qui a été exprimée par les 2000 chefs d'entreprise, qui répondra aux questions qui lui sont posées, qui nous aidera à mieux voir comment est-ce que l'exécutif
l'exécutif aujourd'hui pense qu'il peut concilier protection d'entreprise et stabilité politique. Et en tout état de cause, il me semble que le mouvement trop c'est trop n'a pas vocation à s'éteindre demain soir, a vocation à continuer à prendre la parole et à faire entendre la voix des entrepreneurs, à côté de toutes des organisations patronales qui le font déjà, mais en continuant à faire monter cette voix des entrepreneurs partout dans la société française. Il y en a d'autres qui le font aussi. Le cercle des entrepreneurs engagés avec Hervé Novelli qui prend la parole, qui fait entendre la voix des entrepreneurs aussi, les 300 pour la France. Enfin, on voit bien qu'il y a une effervescence aujourd'hui. On est un mouvement parmi ceux-là pour continuer à faire entendre la voix des entreprises tout le long jusqu'à la fin de l'adoption du PLF et puis tout au long des mois qui viennent, parce qu'il y a des nouvelles échéances électorales qui vont arriver. J'allais y venir, il y a des enjeux électoraux, des élections, des échéances plus exactement électorales. Est-ce que votre mouvement pourrait se transformer en parti politique ? Non. Alors écoutez, je crois que c'est ni l'intention d'Éric Momy, le cofondateur, et de moi-même. Il y a d'autres manières de faire de la politique. Notre but, ce n'est pas d'avoir un engagement militant, en tout cas, ou politicien, au sens d'engager ou partisan. C'est de faire entendre un message politique au sens de contribution au débat public sur les questions d'économie. Et c'est que celui-là, que ceux qui veulent faire de la politique en face, c'est très bien, c'est très noble. Personnellement, je pense être pas du tout fait pour ça. Mais on est là pour porter un autre message complémentaire. Mais trop c'est trop n'a pas, a priori, pas vocation ni à se présenter à des élections municipales, ni législatives, et encore moins présidentielles, ni non plus à des organisations patronales. On est là en complément pour faire entendre une voix complémentaire de celle des entreprises et des entrepreneurs. Quel sentiment domine à l'heure actuelle chez les entrepreneurs ? C'est l'inquiétude, la colère, le découragement ? Je pense que c'est un mélange des deux, essentiellement. Je pense pas le découragement, parce que quand on est entrepreneur, il y a la volonté d'y arriver quoi qu'il se passe. C'est une grande inquiétude. Et à mesure que le débat budgétaire progresse, l'inquiétude grandit, parce qu'on se rend compte que ce qui semblait être parfois complètement délirant, en fait, est adopté par le Parlement. C'est une inquiétude face aux signaux qui sont envoyés dans les débats. Il y a des débats comme sur la taxe Zuckman. Évidemment, heureusement, elle n'a pas été adoptée, mais tout le message qui est entouré en disant il faut taxer, l'argent est là, il suffit de le prendre, c'est magique, envoie de très mauvais signaux. Donc il y a de l'inquiétude et de la colère probablement, au sens où on se dit, mais on sent bien que les entrepreneurs se disent comment est-ce qu'on peut se faire entendre et comment est-ce que les politiques vont prendre en compte aussi le fait qu'ils nuisent aujourd'hui par un certain nombre d'initiatives à l'activité économique en France. Ce sera ma dernière question. Est-ce que vous entendez de la part de chefs d'entreprise la tentation, le désir de quitter la France et de s'installer ailleurs en Europe ? Oui, il y en a certains qui l'ont déjà fait d'ailleurs. On a vu dans la presse française et internationale, s'est fait le relais de villes ailleurs en Europe qui attirent les entrepreneurs français. Il y a deux choses. Il y a pourquoi ils partent et qu'est-ce qui part. Est-ce qu'ils partent avec leur entreprise ou est-ce que l'entreprise reste en France, ou est-ce qu'ils partent pour des raisons personnelles, pour des raisons qui peuvent être fiscales, mais pour protéger leur patrimoine professionnel tout en gardant l'activité économique en France. Je pense que c'est le cas d'un certain nombre d'entre eux. Mais oui, il y a un moment, l'inquiétude peut conduire à ce que certains partent ou font bouger leur capital professionnel, parce que c'est extrêmement mobile, parce que l'Union européenne est un grand marché dans lequel il est facile de bouger. Notamment en Italie, c'est ça. En Italie, c'est attractive. Exactement. L'Italie est très attractive pour le capital professionnel. Et parce que, on l'a vu, le débat français est tellement polarisé sur les taxes qu'il y a une réelle inquiétude qui fait qu'il n'y a même pas besoin, de certaine manière, que les taxes soient adoptées. C'est la menace de taxes conduit un certain nombre de chefs d'entreprise à se dire mais en fait si je reste, mon activité, mon actif professionnel est menacé, il vaut mieux que j'aille le protéger ailleurs et à continuer l'activité ailleurs, en France, etc. Mais oui, le phénomène est réel. Merci Erwan Menon d'avoir été en direct avec nous sur le plateau, et puis on va suivre bien évidemment ce qui va se passer autour de ce collectif Trop c'est trop. Merci d'avoir été avec nous. Depuis plusieurs jours, les éleveurs de bovins sont vent debout contre la stratégie du gouvernement pour lutter contre l'épidémie de dermatose qui touche leurs troupeaux. La ministre de l'Agriculture était hier lundi sur le terrain dans le sud-ouest pour les rencontrer. Je vous propose de l'écouter.
J'ai expliqué que nous avions commandé immédiatement, dès que nous avons vu arriver la maladie en dehors des Pyrénées-Orientales où elle était déjà, j'ai commandé 1 million de vaccins que nous devrions avoir assez rapidement maintenant, de façon à pouvoir faire face à une vaccination massive. Ces éleveurs, les chambres, les syndicats ont fait une proposition alternative. Je respecte le travail qu'ils ont fait. Et je le leur ai dit. Ils ont fait d'ailleurs plusieurs propositions. Il n'y a pas qu'une seule proposition, il y a plusieurs propositions. La question est la suivante. Il faut pouvoir étudier scientifiquement ce qui nous est proposé. Étudier scientifiquement parce que il n'y a pas deux sciences, il n'y a pas une science pour le nord de la France et une science pour le sud de la France. Il n'y a qu'une science. Donc il faut que la science, les scientifiques, les vétérinaires puissent regarder ces propositions et les regarder sérieusement. Tant qu'il n'y a pas d'alternative, évidemment, le protocole actuel reste en place. C'est une maladie qui effraie. Mais je voudrais dire qu'à date, elle est maîtrisée. Il n'y a pas de cas de DNC aujourd'hui en France, donc la situation est sous contrôle. Bonjour Olivier Destroyat. Bonjour Anne-Emmanuel. Merci d'être en direct sur le plateau de Point de vue. Vous êtes journaliste au service éco du Figaro où vous suivez entre autres le secteur agricole. Alors ce matin, le Premier ministre a réuni plusieurs ministres et préfets des départements concernés par l'épidémie de dermatose. Au moment où on se parle, Olivia, il est sorti des choses, on sait ce qu'il en est et... Non, pas à ce stade. Ils sont toujours en réunion, en discussion. Effectivement, on a eu ce déplacement hier d'Annie Genevard à Toulouse pour essayer de lancer la vaccination et calmer un peu le mouvement agricole. Et ce matin, cette réunion convoquée par le Premier ministre pour surveiller de près ce moment qui reste très sensible. Annie Genevard, qui a pris la parole avant cette réunion, a qualifié ce moment de très sensible. Et l'idée étant de voir un peu comment éviter que cette traînée de poudre qu'on a vue depuis 3-4 jours se propager dans le sud-ouest, soit contaminée, oui, en tout cas se répandre voilà, partout en France. Donc l'objectif, c'est ça, c'est contenir la colère. Oui, c'est contenir la colère. On voit que pour l'instant, elle est contenue en Occitanie, c'est-à-dire dans le grand sud-ouest, où la dermatose nodulaire, qui est cette maladie bovine qui touche les élevages depuis cet été, était encore active ces dernières semaines, et surtout que la colère se propage à l'ensemble du pays, notamment avec un autre sujet important, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, autour du Mercosur, qui est ce fameux traité de libre-échange avec les pays d'Amérique du Sud, sur lequel on attend des réunions importantes en fin de semaine. Alors c'est vrai que on n'attendait pas forcément la colère agricole sur ce sujet des maladies animales. La dermatose, elle existe elle est arrivée en France cet été. On a eu ce sujet des abattages totaux qui étaient décidés dès cet été en Savoie, sans que ça crée plus des mois que ça. Alors c'est effectivement les élevages. Donc là, c'est un peu la surprise. Ouais, c'est la surprise parce qu'en fait, la maladie est arrivée, je pense, dans une région qui, d'un point de vue syndical, est un peu plus remuante que le reste du pays. On sait que voilà, la coordination rurale et la Confédération paysanne sont un peu plus actives, sont plus représentées dans ces régions-là. Ce sont des régions aussi, le Grand Sud-Ouest, qui cumulent un peu les difficultés des maux agricoles. Il y a une sécheresse depuis plusieurs années. Il y a la crise de la viticulture, dont on entend beaucoup parler, la crise céréalière aussi. C'est une région qui est très touchée par le changement climatique. Et c'est vrai que c'est un peu la goutte d'eau qui vient faire déborder le vase, comme on dit, et qui explique donc voilà cette... Est-ce que c'est une région qui n'est pas... où l'élevage n'est pas... pas prioritaire, mais prépondérant, non? Non, les grandes régions d'élevage sont effectivement le Grand Est et puis la Bretagne, évidemment. Mais c'est vrai que ce sujet de la dermatose, elle touche beaucoup parce que, on l'a expliqué, abattre un troupeau, c'est abattre le travail de toute une vie. C'est pour un éleveur qui fait vraiment partie des filières agricoles qui sont les plus en difficulté aujourd'hui, quelque chose de difficile à supporter. C'est pas quelque chose de nouveau. Si vous regardez la grippe aviaire, par exemple, qui a sévi pendant une dizaine d'années tous les ans en France, on faisait la même chose. On dépeuplait ce qu'on appelle... dépeupler, c'est abattre. C'est abattre un troupeau. Quand il y a un foyer de contamination, on abat l'ensemble de l'élevage pour éviter que ça se contamine. Ça a été très durement vécu par les éleveurs
éleveurs volaillers, puisque ça touche là, pour le coup, la volaille, mais il n'y a pas eu ce mouvement de contestation parce que peut-être que leur rapport à son animal ou à sa volaille est moins affectif qu'un troupeau qu'on a mis des années à construire, à constituer, qui est souvent... On les garde combien de temps, les vaches, en général? Ça peut se garder, ça dépend des races, mais ça peut durer une dizaine d'années. Et puis surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, c'est pas un élevage à un instant T, c'est souvent un élevage, c'est issu de croisements, de plusieurs générations de vaches. Donc, il y a un sujet de génétique aussi. Quand on abat un troupeau, c'est souvent des bêtes qui, d'un point de vue génétique, ont nécessité des années, voire des décennies de travail. Donc c'est pour ça que ça suscite autant d'émotions. C'est ça. Et on est vraiment dans l'émotion parce que si vous regardez, et c'est vrai que les chiffres sont souvent froids, mais si on regarde les chiffres, on est sur une maladie qui est relativement contenue. On a abattu 3000, un peu plus de 3000 animaux sur un cheptel de 15 millions de vaches. Oui, donc en termes de pourcentage, c'est petit. C'est beaucoup moins de 1%. On a aujourd'hui à peu près 80 000 élevages laitiers et bovins en France. Il y en a 80 qui ont été touchés. Donc, voilà, sur les chiffres en eux-mêmes, c'est des petits chiffres. C'est des petits chiffres, mais c'est un grand mal-être agricole. Hier, la ministre Annie Genevard était sur le terrain, dans le sud-ouest, pour rencontrer les éleveurs, pour expliquer sa stratégie, parce que c'est ça qui est le point de conflit. Il y a d'une part la stratégie du gouvernement et à laquelle s'opposent les éleveurs. Ils ne sont pas d'accord. En fait, ce qui cristallise les frustrations, c'est un désaccord sur la stratégie sanitaire qui a été mise en place. Donc la stratégie sanitaire, c'est 3 points. C'est on abat les troupeaux qui sont touchés, ne serait-ce qu'une seule bête qui soit contaminée, on abat l'ensemble du troupeau. On limite les déplacements dans une zone de 50 km autour du foyer. Et on indemnise les éleveurs. Et c'est là-dessus que notamment la Confédération paysanne et la coordination rurale ne sont pas d'accord en disant on n'a pas besoin d'abattre tout un troupeau. Ce sur quoi les vétérinaires sont en désaccord. Et c'est là toute la difficulté d'Annie Genevard, c'est qu'elle doit d'un côté, elle est un peu sur une ligne de crête en fait, elle doit d'un côté gérer cette frustration agricole et s'assurer que la maladie ne flambe pas partout en France. Parce que si jamais elle flambe et qu'elle se propage, elle est très contagieuse. C'est vrai que le taux de mortalité est relativement limité, c'est 10% dans les élevages qui sont touchés. En revanche, elle est très contagieuse. Donc, elle se propage quoi, par les mouches? Elle se propage par les mouches ou par les tans. Donc, ce sont des insectes qui, en fait, piquent un animal qui est contaminé et l'amènent à d'autres animaux. Donc, était considéré le fait qu'au-delà de 50 km, si jamais on limitait les mouvements d'animaux, eh bien, il n'y avait pas de raison que ça se propage. Alors, ce que dit une partie du gouvernement et aussi de la FNSEA, c'est que si elle se propage au-delà de la Savoie, ce qui s'est passé, donc qui a fait des sauts de plusieurs centaines de kilomètres, c'est aussi parce que certains éleveurs ou certains élevages n'auraient pas respecté les consignes sanitaires qui ont été données par le gouvernement. Il y aurait eu des déplacements d'animaux illicites, en fait. Illicites, voilà. C'est-à-dire, alors, sciemment ou pas, mais c'est-à-dire un éleveur qui aurait déplacé une bête contaminée au-delà de la zone autorisée. Ce qui est difficile, c'est que le temps d'incubation de la maladie est très long, c'est plus de 28 jours. Donc, on peut très bien déplacer un animal qui est contaminé sans le savoir, et que ça contamine un autre élevage. Donc Annie Genevard a dit hier, je ne reviendrai pas, en tout cas à ce stade, sur l'abattage total. En revanche, ce que je peux faire, c'est élargir la vaccination aux animaux, les zones de vaccination, puisque c'est le 3e point, j'ai oublié de le citer tout à l'heure. Il y a une stratégie de vaccination dans les zones réglementées. Elle dit on va aller au-delà des zones réglementées, notamment dans tout l'arc méditerranéen, pour essayer de vacciner le plus largement possible, là où la maladie circule. Mais les agriculteurs, eux aussi, ont leurs propositions et il y a aussi, ils se sentent pas entendus ni respectés. Il y a aussi cette dimension. Oui, alors c'est vrai que c'est assez frappant. Je parlais avec un agriculteur hier qui me disait mais on a l'impression d'être pris pour des débiles et qu'on ne comprend rien à ce qui se passe. En fait, les agriculteurs se disent nous on vit dans nos élevages tous les jours, on sait ce qu'il faut faire et effectivement on considère que si un animal est touché, il n'y a pas lieu d'abattre tout le troupeau. Faisons un abattage sélectif des bêtes malades, les autres, on les confine, on désinsectise tout, et puis c'est comme ça qu'on pourra contenir la maladie. Ce qui, pour le coup, n'est pas partagé par la communauté scientifique. La difficulté, c'est de savoir jusqu'où on fait confiance ou non à la science, et c'est vrai qu'on entend dans les élevages, faites confiance au bon sens paysan, on sait gérer, on connaît nos bêtes.
à mon sens, c'est une stratégie un peu risquée parce que si jamais on perd le contrôle qu'on a sur la maladie aujourd'hui, je disais, elle est plutôt contenue. Si jamais on perd le contrôle, c'est un peu comme le Covid. Une fois que c'est parti, ce sera compliqué. Ça se répand très vite. Donc il faut contenir. Voilà, il faut contenir. Et c'est vrai que la ministre a dit, et comme la FNSEA d'ailleurs, a dit faisons confiance à la science, rien que la science. Oui, vous l'évoquiez tout à l'heure, la maladie a démarré cet été. C'était en Savoie et en Haute-Savoie. L'exemple savoyard a donné, a fonctionné. Alors, c'est ce que dit effectivement le gouvernement, et a raison. La première fois qu'on a vu cette maladie, c'était le 29 juin. Et assez rapidement a été mise en place cette stratégie d'abattage massif et de vaccination dans les zones réglementées. Et à ce stade, la maladie ne circule plus dans cette région-là. Ça a été, je pense, peut-être mieux expliqué ou peut-être... géré plus localement, avec des préfets qui se sont peut-être plus impliqués dans la stratégie, ce qui peut expliquer que ça se soit plutôt bien passé. Ouais, on entendait des éleveurs qui disaient, qui exprimaient la difficulté, mais qui adhéraient plutôt à l'idée en disant voilà, je sais qu'il y a mon intérêt personnel et les dommages que je vais avoir, mais il y a aussi l'intérêt collectif qui est celui de protéger l'ensemble du cheptel français. Voilà, et c'est là. C'est effectivement ce qui a été mis en avant par les éleveurs savoyards. Il faut jouer collectif, c'est-à-dire accepter de sacrifier parfois des bêtes pour sauver celles du voisin. Alors, ce qui tombe très très mal pour le gouvernement, c'est que cette crise agricole qui était pas tout à fait attendue, inattendue, elle arrive au moment où l'Union européenne s'apprête à signer le fameux traité de Mercosur qui est négocié depuis plus de 25 ans. Oui, effectivement. Alors, on s'attendait à ce que la semaine sociale soit chargée d'un point de vue agricole cette semaine, puisqu'on a effectivement cette échéance, mais on ne pensait pas que ça viendrait du côté de la DNC et sur un sujet sanitaire. Là, on est sur un sujet de commerce international. On a effectivement d'ici la fin de la semaine, les États membres de l'Union européenne qui doivent se prononcer sur le traité de libre-échange qu'on a dit du Mercosur avec les pays de l'Amérique. Certains pays de l'Amérique latine. Voilà, certains pays. L'Argentine, Uruguay et Paraguay. Exactement. C'est un peu la dernière ligne droite de cet accord. Vous disiez, ça fait 25 ans qu'on le négocie. Il a été validé par la Commission européenne au mois de septembre. Là, ce sont les États membres qui doivent voter sur ce texte. Et la question pour la France, notamment, qui est opposée à ce texte, c'est de savoir si elle va pouvoir s'y opposer. Il faut pour ça deux choses. Soit négocier une minorité de blocage, donc avec d'autres pays suffisamment importants pour pouvoir s'opposer au texte et repousser le vote ou le rediscuter. Ou alors, si c'est impossible, essayer d'assurer un certain nombre de garde-fous, de négocier un certain nombre de garanties pour que les filières qui soient le plus impactées, en tout cas défavorisées par ce texte, on parle de la filière évidemment bovine, de la filière sucre et de la filière volaille, et bien que ces filières-là, si jamais elles sont défavorisées, elles puissent avoir des compensations ou en tout cas des garde-fous qui permettent de limiter les volumes qui arrivent de ces pays-là vers l'Union européenne. Je n'arrive pas à comprendre finalement la position de la France, parce que moi j'avais cru comprendre qu'Emmanuel Macron était favorable au départ pour le Mercosur, et maintenant il veut plus signer, c'est ça? Non, alors il a toujours dit qu'il était contre cet accord, en tout cas en l'état. Là où il y a une incompréhension, c'est effectivement il y a plusieurs semaines, il était au Brésil et il a dit qu'il était plutôt favorable, ce qui a suscité une véritable levée de boucliers dans les fermes françaises, qui sont avec un certain nombre de syndicats et d'agriculteurs qui se sont sentis trahis. Ce qu'il a voulu dire, en tout cas, c'est ce qu'a expliqué son entourage, c'est qu'il y était plutôt favorable avec les garanties qui avaient été négociées, obtenues auprès de Bruxelles sur ce texte, c'est-à-dire un certain nombre de ce qu'on appelle des clauses de sauvegarde, c'est-à-dire on considère que si les prix baissent trop, les prix de la volaille, les prix par exemple le prix du poulet français baisse trop en France, parce qu'il y a de trop 10% de par brésiliens. exemple. Voilà, exactement. Ou si jamais les volumes importés dépassent ceux qui ont été négociés dans le cadre de l'accord, à ce moment-là, on peut suspendre les importations à droit de douane nul ou réduit, et on déclenche une enquête pour essayer de comprendre ce qui se passe et essayer de remettre un peu d'ordre dans les échanges, en tout cas dans les importations qui viennent de ce pays-là. Et on a aussi le sujet des clauses miroirs, et ça n'est pas négocié encore, c'est en cours de négociation, de savoir dans quelle mesure il est possible d'empêcher que des
des productions qui ne respectent pas nos normes de production européennes ne puissent pas rentrer dans l'Union européenne. Là-dessus, c'est un sujet qui est techniquement très compliqué, d'autant plus que je ne vois pas comment on peut garantir qu'il y ait des contrôles suffisants, que ce soit dans les fermes sud-américaines ou même aux frontières de l'Union européenne, pour s'assurer que les produits qui rentrent respectent bien nos normes à nous, les normes sanitaires, les normes de bien-être animal. Antibiotiques, par exemple. Voilà, pour les donc volailles. effectivement... Mais c'est majeur quand même comme sujet. Ah bah c'est majeur. De savoir si on mange une viande avec antibiotiques ou sans antibiotiques. C'est majeur, mais c'est pas propre au Mercosur. C'est-à-dire que le sujet de la concurrence déloyale, on l'a même à l'intérieur de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, il y a un certain nombre de produits qui sont interdits. Alors, on parle de l'acétamipride, qui est cet insecticide néonicotinoïde, qui est vraiment l'exemple type de cette concurrence déloyale. C'est-à-dire c'est interdit aujourd'hui en France, c'est autorisé dans les 27 pays de l'Union européenne. Donc ça suscite beaucoup de frustration. Et c'est le même sujet entre les volumes qui viennent du Mercosur et ceux qui rentrent dans l'Union européenne. Donc pour revenir sur ce que vous disiez, Emmanuel Macron considère en gros que ce qui a été négocié cet été autour de ces mesures miroirs, autour de ces clauses de sauvegarde sont suffisantes. Le monde agricole n'est pas du tout d'accord de ce point de vue-là. Et pour le coup, tous les syndicats sur ce sujet-là sont assez alignés, que ce soit la FNSEA, la Confédération paysanne ou la coordination rurale. Et si là, le traité est effectivement voté par les États membres d'ici la fin de semaine, on risque d'avoir une contagion sociale importante. Ils appellent à la manifestation, hein, c'est ça? Oui, il y a une jeudi, manifestation. Alors ça, ce sera à Bruxelles. À Bruxelles. À l'appel de la FNSEA, il y a des grosses manifestations qui sont attendues jeudi, puisque le vote formel des États membres est attendu le 19, donc vendredi. Sébastien Lecornu a demandé, me semble-t-il, dimanche ou lundi, à ce que le vote soit repoussé, en disant voilà, on est dans un contexte agricole tel aujourd'hui qu'on ne peut pas se permettre de mettre le feu aux poudres et de signer... alors pas dans l'urgence parce que ça fait longtemps qu'on négocie là-dessus, mais en tout cas de rajouter cet allume-feu-là sur les Dernière braises question, agricoles. la France a une chance de faire reporter le Mercosur parce que d'autres pays européens, l'Allemagne, les pays scandinaves, sont très très allants l'Espagne pour avancer. sont très très partants pour signer. Ils n'attendent que ça. Hein. Alors ça paraît compliqué parce que effectivement, et Ursula von der Leyen et une grande partie des pays européens poussent beaucoup pour que ce soit signé d'ici la fin de la semaine. Je pense que ce qui pourrait permettre de reporter, ce serait vraiment que la France arrive à constituer cette minorité de blocage. Donc c'est vrai que la Pologne est opposée au texte. La question, ce sera de savoir quelle sera la position de l'Italie c'est ça et de Giorgia Meloni qui souffle un peu le chaud et le froid là-dessus. Je pense qu'elle devra donner une position claire d'ici la fin de la semaine pour voir effectivement si on pourra s'opposer à ce texte ou non. Merci Olivia Detroya d'avoir été en direct avec nous. On va bien sûr continuer à suivre cette crise et colère agricole à travers vos articles sur lefigaro.fr. Et puis bien sûr, on va suivre ce qui se passe à Bruxelles en fin de semaine. Merci à vous d'avoir été en direct. Jeudi prochain, dans quelques jours, le 18 décembre, devait se tenir un spectacle musical qui raconte l'histoire de France. Il était programmé à Montrouge devant 1600 élèves. Montrouge, c'est une ville de la banlieue parisienne, mais suite à la mobilisation musclée de plusieurs syndicats et élus LFI et PS, le maire a décidé d'annuler le spectacle. En attendant que le créateur de ce spectacle, Dimitri Casali, me rejoigne en plateau, je vous propose de regarder un extrait. Alors ça, c'est la chanson sur la laïcité. Bonjour Dimitri Casali, merci d'être en direct sur le plateau de Point de Vue. Vous êtes historien et créateur de ce spectacle Historock, un spectacle que vous proposez déjà depuis quelques années. 5 ans. 5 ans.
à des municipalités pour le présenter, hein, c'est ça, à des publics scolaires. Vous deviez eh bien, jouer dans quelques jours à Montrouge. Montrouge, c'est une banlieue, c'est une ville de la banlieue parisienne. Vous deviez jouer et patatras, c'est annulé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, mais incroyable. Je suis encore sous le choc parce que nous avons joué dans 43 villes pour 43 maires de toute obédience. Et là, en l'occurrence, il y a eu 3 conseillers municipaux LFI, 2 conseillers écologistes et 4 conseillers socialistes aussi, j'en reviens pas des socialistes, qui ont mené une fronde contre mon spectacle éducatif, donc Historoc, l'histoire de France, qui devait se jouer donc le 18 après-demain, le 18 décembre, pardon. Et donc ils ont mené cette fronde en faisant pression sur les écoles, notamment les 7 écoles qui devaient venir, donc qui devaient réunir les 1600 élèves, en disant que mon spectacle était un spectacle d'extrême droite et réactionnaire. Alors ça, je suis encore sous le choc parce que, en bon historien que je suis, j'ai écrit 40 ouvrages, nombreux pour la jeunesse, j'essaie toujours d'avoir un discours équilibré. Et là, mon spectacle, Historoc, l'histoire de France, est extrêmement équilibré. Tout simplement, il y a 20 chansons, 10 sur l'héritage monarchique et chrétien, et 10 sur l'héritage républicain et laïque. On ne peut pas faire plus équilibré. Et justement, ils sont complètement fous. Donc, ils me reprochent de commencer par les cathédrales Saint-Louis et Jeanne d'Arc, dont les racines chrétiennes de la France, parce qu'effectivement, l'histoire de France est complexe et riche, et c'est ce qui la rend passionnante. Mais s'ils étaient venus au moins assister à un seul de mes spectacles, ils auraient vu que la deuxième partie, le tube de tout le spectacle Historoc, c'est Front populaire, donc Front pop populaire avec Léon Blum, que les enfants adorent. Donc, ils se tirent eux-mêmes une balle dans le pied. Ça veut dire qu'ils n'ont pas lu le scénario du spectacle, parce que j'imagine que Bien sûr. Vous avez envoyé le scénario du spectacle à la mairie. C'est ça? Quelle est la procédure? Oui, tout à fait. Ils l'ont lu, ils en ont pris reçoivent un connaissance. dossier de présentation très complet avec la liste des titres on ne peut plus explicite. Donc la deuxième partie, vous avez vu, il y a Ralliez-vous à la laïcité, il y a les 2 révolutions 1789-1848, il y a Lamartine avec le drapeau tricolore, il y a aussi toute la partie des grands immigrés qu'ont fait la France avec Joséphine Baker et Jacob Offenbach qui a inventé le French Cancan. Donc vous voyez, c'est vraiment un spectacle équilibré qui rassemble toutes les nouvelles composantes de la nouvelle société française pour à nouveau faire nation. C'est ça le but d'Historoc, c'est de réconcilier toutes les générations, tous les Français et toutes les générations avec leur histoire pour avoir un récit commun, un récit national commun, fédérateur et consensuel. Alors j'ai lu que la section PS de Montrouge vous avait reproché à la municipalité, je cite, de proposer aux enfants le spectacle et que c'était une faute politique et éducative majeure. Non, mais rendez-vous compte. Est-ce que vous pensez qu'il existe un seul pays au monde, aujourd'hui, en 2025, qui interdise un spectacle éducatif sur sa propre histoire ? Non, il n'y a qu'en France qu'on voit ça. C'est complètement dingue. Allez voir en Angleterre, aux États-Unis, en Inde, en Chine. Surtout pas. Non, ils sont tous fiers de leur histoire. Et surtout que là, donc, c'est un spectacle équilibré. Et non, je ne comprends pas cette fatwa contre notre histoire. Tout simplement, les raisons... vous les connaissez. C'est-à-dire que depuis 40 ans, la gauche a pratiqué un travail de sape, a complètement délégitimé l'idée même de nation française. Et aujourd'hui, cette déconstruction prend des proportions folles, puisque déjà toutes les grandes valeurs qui ont fait la France ont disparu, ce que je racontais dans mon ouvrage « Quand la France perd la mémoire », mais à coup de programmes scolaires, de déboulonnage de statuts, de procès contre nos grands hommes, bien sûr, je pense à Napoléon ou à Colbert, ils ont réussi leur entreprise de culpabilisation des Français, mais au-delà de ce qu'ils espéraient. Et nos
nos dirigeants politiques ont laissé faire totalement. C'est complètement dingue ce qui s'est passé avec l'enseignement et la transmission de notre histoire. Heureusement, il y a quelques maires courageux qui nous soutiennent. On va sans doute en parler tout à l'heure. Mais comment vous avez appris? C'est le maire qui a pris son téléphone, qui a décroché son téléphone, qui vous a dit, écoutez, Dimitri, le spectacle est annulé? Comment ça s'est Oui, passé, c'est l'annulation? les services de la mairie qui m'ont appelé tôt le matin. Ça, c'est dur à encaisser au petit déjeuner, en nous disant, alors que tout était prêt. On avait répété, ma troupe est composée de 10 musiciens, dont deux chanteuses extraordinaires, dont une nouvelle qui avait complètement appris tout le nouveau répertoire et tout, qui était fin prête. Et bien justement, j'ai dû leur annoncer que le concert était annulé et ils n'en revenaient pas. Mais qu'est-ce qu'a dit la mairie, là, ce fameux petit coup de fil du petit déjeuner, là, devant est annulé pour quelle raison? Devant les pressions, on a eu un conseil municipal houleux, voilà ce qu'on m'a dit, et on a dû annuler votre spectacle sous la pression de ces élus, LFI, écologistes et du Parti socialiste, aidés surtout en sous-main, ça il faut le préciser, par Sud Éducation, donc le syndicat éducatif là, qui est très tout puissant dans certaines banlieues, et depuis 15 jours ils faisaient le pressing, ils mettaient la pression sur les 7 écoles, il y avait 7 écoles de Montrouge qui devaient venir pour qu'ils n'envoient pas leurs élèves au spectacle réactionnaire, conservateur, nationaliste de Dimitri Casali. Ça veut dire qu'il passait des coups de fil aux directeurs, directrices d'école, c'est ça? Pour dire, n'y allez pas, Dimitri Casali est un affreux nationaliste. Voilà, et surtout auprès des professeurs, parce que vous savez, il existe la liberté pédagogique en France et c'est chaque professeur qui est libre d'amener sa classe au spectacle éducatif ou non. Mais j'imagine que les professeurs avaient pris connaissance de votre spectacle. Ils l'ont pas tout à fait découvert, non? Non, pourtant il existe en faisant une petite recherche sur historock.com ou sur notre chaîne YouTube Historock, l'histoire en musique et vidéo. Effectivement, on voit très bien qu'il y a des vidéos sur Saint-Louis et Jeanne d'Arc, mais aussi Léon Blum et Jacob Offenbach. Alors l'autre reproche, entre guillemets, que vous font ces syndicats et élus de gauche, notamment toujours la section PS de Montrouge, je le cite, derrière ce vernis ludique, donc c'est votre spectacle, se cache une offensive réactionnaire soutenue par le fonds du milliardaire d'extrême droite Pierre-André Stérin, un récit national aseptisé, idéologiquement orienté, qui gomme les complexités, minimise les blessures coloniales. Parce que vous avez reçu, c'est ça, une indemnité issue de la fondation de Absolument. Et en 2024, nous avons accepté un don philanthropique et sans contrepartie de Pierre-Édouard Stérin pour enregistrer notre album Historock, qu'on trouve d'ailleurs sur toutes les plateformes. Donc grâce à lui, on a pu enregistrer cet album. Et j'ajoute que je venais depuis donc 5-6 ans qu'Historock existe. J'ai dû envoyer 15 demandes de subventions publiques auprès du ministère de l'Éducation, auprès du ministère de la Culture, sans jamais avoir reçu une seule réponse des pouvoirs publics. Donc j'ai été très heureux. C'est la raison pour laquelle vous êtes tourné vers lui, en fait, c'est ça? Oui, c'est lui qui est venu vers nous et je l'ai accueilli parce que c'est vrai que c'est un spectacle historique où nous on projette 150 tableaux, des grandes peintures d'histoire. Il y a toutes les costumes et les musiques. C'est vraiment un grand spectacle. Il faut venir. Et donc, effectivement, nous avons besoin de financement. Mais aujourd'hui, on ne peut rien faire avec les pouvoirs publics. Donc, il faut se débrouiller tout seul. Et j'ajoute qu'à l'époque, en 2024, Pierre-Édouard Stérin n'était absolument pas politisé. Alors, vous le disiez, ce spectacle, il tourne déjà depuis un petit moment. Dans d'autres mairies, d'autres villes l'ont accueilli sans problème, c'est ça, jusqu'à ce jour? Et oui, 43 villes, des plus diverses, à travers tout le pays, ont accueilli Historock avec un succès fou. Il faut voir, on a atteint maintenant pratiquement plus de 20 000 élèves de 8 à 14 ans qui ont vu notre spectacle avec des étoiles dans les yeux. Il faut voir la réaction des enfants, c'est merveilleux. Et tout, parce qu'en fait, le message, c'est que pour l'histoire de France ne s'apprend pas par cœur, elle s'apprend par le cœur. C'est un procédé pédagogique extraordinaire.
extraordinaire. Et au lieu de nous aider, donc je vous dis, aucune aide des pouvoirs publics, jamais aucune subvention de personne. Heureusement qu'il existe donc des maires courageux. On peut les citer, hein, C'est qui, justement. alors Et il y a donc David Lisnard qui nous a accueillis 2 fois à Cannes. Il y a bien sûr Gilles Platré, extraordinaire maire de Chalon-sur-Saône, qui lui nous a engagés 4 fois pour 2 représentations chacune et qui nous soutient mordicus à chaque fois. Et puis le 6 février prochain, donc nous allons jouer pour Philippe Juvin à la Garenne-Colombes dans sa mairie de la Garenne, dont il a été maire pendant très longtemps. Hein, maintenant, il est député. Mais là, finalement, c'est que des maires de droite, là. Oui, c'est que des maires LR. LR. Ouais. Et les mairies de gauche vous ont parfois accueillis? On a quelques maires UDI qui nous ont reçus. Oui. Donc le maire de Montrouge est UDI. Est un maire Voilà, UDI, c'est pour ça qu'au début, il nous a dit, voilà, tout le conseil municipal avait voté l'engagement en septembre à l'unanimité. Tout le monde, enfin, était d'accord. Je pense qu'il devait avoir quelques absents ce jour-là. Et malheureusement, il n'y a aucun maire du socialiste. Vous leur proposez ou... Ah oui, bien sûr, mais j'envoie des dossiers à la France entière. C'est extrêmement dur de monter ce spectacle parce qu'il nous faut beaucoup de qualité pour la sonorisation, pour l'éclairage. Oui, ça demande, effectivement, on le voit, hein, c'est Voilà. c'est un spectacle Voilà, et on voit la réaction. très professionnel. Hein. Voilà, la réaction des enfants. Et vous êtes à la guitare vous-même, hein, c'est ça? Donc vous l'avez écrit et vous jouez sur scène aussi, Dimitri. Absolument. La guitare, donc j'ai 2 casquettes, donc historien qui a écrit 40 ouvrages, mais aussi compositeur depuis toujours. Et d'où vous êtes venu cette idée de monter l'histoire de France en spectacle et avec cette connotation rock? Eh bien, parce que j'étais professeur en zone d'éducation prioritaire à Cergy-Saint-Christophe, et je voyais bien ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il y a une cassure, une rupture totale dans l'enseignement de l'histoire aujourd'hui. Il faut savoir que les jeunes sont complètement rétifs à l'enseignement de notre histoire, de notre culture, de notre patrimoine. Et il y a même désormais, vous le savez, d'une partie de ces jeunes, un rejet total de la culture française. Et déjà, donc à l'époque, hein, je vous dis, c'était il y a 15 ans, j'avais eu cette idée, je voyais bien qu'il y avait ce fossé qui se creusait. Et un beau jour, j'ai dit non, il y en a marre. Je suis arrivé dans ma classe de 6e avec une guitare électrique et j'ai fait ma première chanson historique, c'était Aléa Jacques Taès, le sort en est jeté. Aléa Jacques Taès, Jules César est né. Et je l'ai joué aux élèves et miracle, j'ai vu, vous savez, il y a toujours 3-4 caïds au fond de la classe qui mettent le désordre et tout, se rapprocher à la fin du cours. Il dit « Ah, Ziva, monsieur, j'ai compris !» César, c'est le plus grand des guerriers. Oh là là, j'ai dit, ça y est, je tiens quelque chose de très fort. Et depuis, je n'ai eu de cesse de développer cette bonne idée historique qui devrait recevoir l'aide et tout de tous les pays au lieu de me mettre des bâtons dans les roues. Parce que vous avez une conviction chevillée au corps, je puis dire, hein, Dimitri, c'est que le patriotisme, la valeur patriotique, réunit un pays et le rend plus fort. Hein. C'est aussi le sujet de votre livre, Quand la France perd la mémoire, les récits fondateurs. Et oui, c'est incroyable. Je vous dis, depuis 40 ans, la France est en train vous avez vu, de s'écrouler, de s'effondrer, mais à tout point de vue. Je pense que la crise que nous vivons aujourd'hui est avant tout éducative, parce que justement, ça donne c'est grâce à cette fierté d'être français et de cette histoire qu'on peut aller vers l'avenir et conquérir des positions dans le domaine économique, dans le domaine... Voilà, ça donne vraiment de l'envie d'affronter l'avenir. Et aujourd'hui, les Français capitulent dans tous les domaines parce qu'on leur met vraiment des charges extraordinaires. On est le pays le plus imposé au monde et surtout, comme je vous disais, l'idée même de nation a été complètement détruite par la gauche notamment, hein, depuis Mitterrand, ça il faut le dire. Et effectivement, c'est un combat qui mérite d'être mené parce que on voit bien comment réagissent les autres pays, hein, notamment la Chine ou les États-Unis. Et nous, on s'enfonce
de jour en jour parce qu'on a perdu toutes nos valeurs. Je décris dans ce livre toutes les valeurs fondatrices de la France, le patriotisme, la méritocratie, l'intégration qui est en faillite totale alors que l'intégration à la française avait été une réussite merveilleuse de Jules Ferry à l'arrivée de Mitterrand en 1881. Vous vous rendez compte, donc pendant 100 ans, ça a marché à merveille. Aujourd'hui, comme on a cassé tous les rouages, notamment dans l'éducation nationale, où on fait croire que tous les Français ont été d'affreux esclavagistes au 18e, d'infâmes colonisateurs au 19e et tous des collabos au 20e. Comment voulez-vous que les jeunes Français aiment leur pays aujourd'hui ? Néanmoins, et assez rapidement, il y aura des prochaines dates malgré tout. Et oui, Historique. donc il faut absolument venir, mobilisez-vous, venez à nos concerts nombreux et nombreuses, puisque nous passons le 15 janvier à Valence grâce à son maire très courageux Nicolas d'Aragon, mais aussi à La Garenne-Colombes, encore une fois, le 6 février avec Philippe Juvin. Merci d'avoir été en direct, Dimitri Casali. Merci d'avoir été en direct avec nous. Pour parler d'histoire, eh bien, le Figaro fête ses 200 ans, vous le savez, les 14, 15 et 16 janvier, c'est au Grand Palais. Venez nombreux, il faut juste vous inscrire. C'est sur le site du Figaro, c'est déjà fini, point de vue. On se retrouve avec grand plaisir demain. Merci de votre fidélité.